L'image qui vient immédiatement à la plupart des gens, lorsqu'on parle de grossesse, c'est celle d'un gros ventre rond bien plein, d'un corps un peu penché en arrière pour contrebalancer le poids, de mains posées sur les hanches qui soutiennent, d'une silhouette harmonieuse, épanouie, pulpeuse. Évidemment, ce sont des clichés. Les transformations physiques sont loin de se résumer à une silhouette modifiée. L'intégralité du corps est concernée et l'esprit aussi d'ailleurs. On parle même de transformation physique chez le deuxième parent, parfois, cette fameuse couvade qui existe bel et bien. Preuve supplémentaire que la grossesse a une incidence sur les corps bien plus étendue que le fameux ventre rond. À la fin du 4e mois, je commence à sentir un peu des petites bulles dans le ventre, puis le premier coup, et ça c'est trop bien. Je suis Brune Bottero et vous écoutez Dans la peau des parents, le podcast de Mustela qui part à la découverte de la parentalité. Dans ce 4e épisode, des petites vagues, des fourmis, un pèlerinage, des pieds qui gonflent, des corps mouvants et changeants, habités. Marion et Maxime se sont lancés dans l'aventure de la parentalité en même temps que dans celle du couple. Cette grossesse imprévue les a réunis et ils construisent un nouveau foyer à Madrid, se préparant peu à peu à accueillir une petite fille. Réfléchir à 2, c'est nouveau pour eux, parfois difficile et conflictuel. Ils doivent commencer à penser à 3 et ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Le 2e trimestre de grossesse fait émerger de nouvelles questions. On est ébloui par chaque signe de grossesse et en même temps, on vit ce quotidien qui n'est pas facile. Enfin, on vit tellement les choses différemment qu'on a du mal à composer, mais on se retrouve en tout cas toujours sur les moments, tous les signaux que mon corps m'envoie pour montrer que je suis enceinte, c'est des choses qui nous rallient en fait. Clara entre dans le 2e trimestre de sa grossesse, ses angoisses naturelles renforcées par son historique médical, ses problèmes aux ovaires et des pertes de sang du 1er trimestre. Un jour où elle se retrouve à travailler sur un salon du livre et passe une journée typique de libraire à découper des chèques livres au ciseau, elle sent apparaître d'étranges sensations très inattendues. Je me suis rendu compte en faisant une activité manuelle répétitive que j'avais un peu des fourmillements dans les mains que j'avais eu un peu avant, mais je me suis dit que cette activité manuelle devait me créer des fourmis. Donc, bon, ça dure 2 jours, je continue à avoir des fourmis et je me dis, bon, voilà, j'ai des fourmis. Bon, ça m'a vraiment fait mal de découper ce truc. Et puis, au bout de 2 semaines, je me dis, non, mais là, quand même, j'ai vraiment des fourmis tout le temps, toute la journée. Et quand je me couche, ça me fait vraiment mal. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Et je me renseigne un peu sur Internet et je comprends qu'il y a un syndrome de canal carpien pendant la grossesse qui est assez rare, mais qui arrive. Exactement comme si quand on a une jambe engourdie parce qu'on n'a pas bougé ou une main engourdie parce qu'on a dormi dessus pendant 3 heures. C'est exactement ça, sauf que c'est en permanence. Donc, au bout d'un moment, je vais voir une sage-femme, peut-être à 3 mois et demi. Et je lui explique que j'ai vraiment mal, quoi. J'ai vraiment mal. Et je me dis, elle va trouver une solution. Enfin, évidemment, je vais voir une sage-femme, solution. Elle me dit, oui, c'est vrai, ça existe, c'est possible, mais il n'y a pas de solution. Ça va passer. C'est les hormones. Ça peut changer au cours de la grossesse parce que les hormones changent. Et je me dis, bon, d'accord, donc pas de solution. Donc là, j'essaie de trouver une solution, je n'en trouve pas. Et une fois, une cliente a entendu parler de ce syndrome, on connaît quelqu'un qui a eu des problèmes de canal carpien, et me dit, mais essaye l'argile. Donc je vais dans un magasin bio, j'achète de l'argile. Simon m'enduit toutes les mains d'argile, les 2 mains. Je remontais jusqu'à plus que le poignet. Et ensuite, une fois qu'on a de l'argile sur les mains, évidemment, on ne peut pas dormir comme ça. Donc, on trouve la solution de m'emballer les mains dans du cellophane. Et il se trouve que ça me soulage. Et je passe plusieurs de mes nuits, c'est-à-dire de mes 3 mois et demi à mes 7 mois, dans de l'argile où mes mains ne peuvent pas bouger, avec du cellophane autour. Voilà. Donc, c'est très pratique pour aller aux toilettes quand on est enceinte. C'est très pratique quand l'argile sèche et que donc on a de nouveau mal. Donc, je réveillais Simon pour qu'il m'enlève l'argile, m'enlève le cellophane, qu'il me remette de l'argile. J'ai eu des petits moments de désespoir quand même, mais je pouvais dormir. Je pouvais dormir et j'ai pu dormir jusqu'à 7 mois grâce à ça, sinon je peux pas. C'était impossible. Laure, en revanche, est toujours aussi en forme. Et si elle est prof de PS, c'est que le sport a une place essentielle dans sa vie. Hors de question pour elle d'y renoncer, malgré les réticences d'Élodie. À 4 mois de grossesse, sa future fille dans le ventre, elle emmène ses élèves en pèlerinage.
Le projet de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était un séjour scolaire avec une quinzaine d'élèves et 3 enseignants. Et sur le papier, on devait faire 113 kilomètres en 5 jours. Alors comme on s'est un peu planté sur certains endroits, ce genre de choses, on a dû en faire 160 en 5 jours de marche. Moi, on m'avait dit, en tout cas le bouquin le disait, qu'à 4 mois, on pétait la forme et qu'on pouvait tout faire. Donc j'ai cherché à continuer, enfin en tout cas à suivre le projet comme il était prévu avec mes 2 collègues. Et là, super moment. Voilà, je pars en me disant qu'il y a ce petit bout qui va vivre cette vie un peu de prof, de PS de ouf que je mène. Voilà, et j'étais très très contente et très fière de le faire avec elle. Je suis rentrée laminée de chez laminée, très fatiguée, avec des soucis de genoux, comme jamais j'avais pu avoir, les hanches qui commençaient à me travailler parce que finalement, ça commençait quoi, tout ça. J'avais un peu pris, enfin légèrement, mais ça avait commencé. Élodie, qui elle a déjà porté ses 2 filles aînées, se retrouve dans une posture nouvelle. C'est marrant parce que d'habitude, quand j'allais devenir mère, c'est moi qui prenais les risques ou pas les risques. Et là, j'attendais. Enfin, il y a cette notion de subir aussi la responsabilité de l'autre. Et j'apprenais à être l'autre qui a peur, qui voit pas, puisque d'habitude enceinte et tous les premiers mois, c'est avec toi qu'il est l'enfant et tu te dis c'est bon, ça va aller. Je prends les risques et là c'est pas moi et du coup j'apprends à supporter mes frustrations et à essayer de la mettre en garde, mais finalement elle fait toujours ce qu'elle veut. Hein. Lorsque Laure rentre de son pèlerinage au bout d'une semaine, elle retrouve avec soulagement son cocon familial et Élodie, qui l'accueille avec une surprise de taille. Donc je rentre en fin de semaine et donc on a un week-end pour s'en remettre avant de reprendre le boulot avec Hello. Les filles étaient chez leur papa. Et là, on se réveille d'une sieste. Je me souviens d'un très bel orgasme d'ailleurs sur cette fin de sieste. Et là, Hello me regarde droit dans les yeux, me sort une petite boîte et me demande en mariage en fait. Je m'y attends pas du tout. C'est quelque chose dont on avait parlé, mais sans plus. Enfin, en tout cas, voilà. Là, à ce moment-là, je m'y attends pas du tout. Alors, je fonds en larmes, évidemment, d'émotion et de plaisir, de bonheur, de tout mélanger. Et je lui dis oui, dans un bel élan d'amour. Elle, le mariage, s'engager vis-à-vis de quelqu'un en mairie, voilà, elle n'en voyait pas l'utilité. Moi, j'étais un peu plus mariage, fête, famille qui se retrouve. Voilà, c'était ça en fait, mon idée du mariage. Hein. Bon, mais le fait est que là, dans le cadre de cette grossesse, ce mariage donnait le droit à Hello d'adopter notre enfant. C'est-à-dire que sans mariage, elle ne pouvait pas prétendre à adopter notre enfant. C'était juste inenvisageable pour elle. Donc c'est pas pour ça que j'ai accepté. Hein. Voilà, j'étais éperdument amoureuse d'elle et voilà, ça m'a beaucoup touchée et je le savais que c'était pas juste pour qu'elle puisse adopter notre enfant. Et je pense que Hello s'est aussi prise au jeu de l'amour et du hasard, quoi. Ouais. À l'intérieur de soi, l'avancée de la grossesse se traduit par un bouleversement hormonal. La production de progestérone et d'œstrogène est multipliée parfois par 1000, ce qui a une incidence sur le corps, bien sûr, sur le bon développement du bébé, mais aussi pour certaines femmes sur les émotions, les sensations, comme pour Marion. À ce stade, je me rends pas compte que hormonalement tout est chamboulé, mais par contre, je me rends compte qu'on fait beaucoup l'amour. Tout le 2e trimestre, c'est vraiment rythmé par nos ébats sexuels. Et c'est trop bien. Enfin, j'ai une super libido, lui aussi. Je trouve que mon corps, à ce moment-là, s'y prête bien. J'ai mon petit ventre qui montre bien que je suis enceinte. En même temps, c'est pas trop handicapant pour faire l'amour. Et je suis hyper sensible. Je suis hyper vite émue. J'ai pas ce truc des pleurs. Je pleure pas toutes les 5 minutes, mais je suis dans l'émotion. Et puis, évidemment,
Les avancées se traduisent à l'extérieur. Le fœtus grandit, grossit dans l'utérus. Il vient prendre sa place, les organes sont sollicités, l'élasticité de la peau, la circulation du sang, le corps entier est modifié. Et notamment ce ventre. Ce ventre qui pousse trop ou pas assez vite. Ce ventre qu'il faut apprendre à apprivoiser. Mon ventre pousse beaucoup moins vite que ce que je croyais. Je pensais vraiment que ça allait plus vite. Je pensais que c'était plus flagrant. Mais ça pousse. J'hésite pas à mettre des t-shirts bien moulants pour que vraiment tout le monde le voit. Enfin, le peu de monde que je vois à cette époque. Mais je suis trop fière de ce petit ventre. Et puis ça commence à bouger. Ça commence à bouger et ça commence à être concret. Et ça, c'est trop bien. J'ai envie que tout le monde le voie parce que moi, je suis en train de vivre le plus grand chamboulement de ma vie. Et je trouve ça un peu dommage que quand je me coupe les cheveux, tout le monde soit au courant que j'ai changé ma coiffure. Mais que là, que je porte un enfant, y a plein de gens qui passent à côté. Et je trouve que c'est tellement important pour moi et c'est tellement changer ma vie du tout au tout que j'ai envie peut-être que les gens comprennent, que les gens soient doux, peut-être qu'ils compatissent. À Madrid, il faisait chaud. J'avais besoin qu'on prenne soin de moi et qu'on sache que j'étais pas dans cette période complètement normale de ma vie, mais plutôt dans un moment où j'étais habitée, quoi. Clara aussi est contente quand on commence à voir son ventre. À 4 mois, je commence à avoir un peu de ventre. Et je suis contente parce qu'en fait, les 4 premiers mois, vraiment avant que ça commence à se voir un peu, j'avais pas l'impression d'être enceinte. Même si j'avais des sensations, mes fourmillements, mes seins, comme ça se voyait pas. Enfin, j'arrivais pas à me faire à l'idée que j'étais enceinte. Et quand on me félicitait parce qu'on savait que j'étais enceinte, j'ai pas l'impression que c'était à moi qu'on parlait. Je pensais que c'était une autre personne. Enfin, je dis oui, c'est moi qui suis enceinte, mais non. Enfin, oui, je sais que j'ai des sensations, mais là, concrètement, il y a rien qui se passe. Une espèce de vide un peu étrange où j'arrivais pas trop à accepter ou juste le fait que j'étais enceinte. Le rapport à la nourriture peut se trouver modifié. Des fringales, des envies subites. Pour Clara, c'est bien réel. Mais une fois que ça a commencé à se voir un peu, j'ai bien compris que j'étais enceinte. Et j'ai commencé à prendre du poids aussi. Parce que comme j'avais arrêté de fumer, j'avais très envie de manger. Et j'avais très envie de pâte à tartiner. Voilà, c'était mon obsession de grossesse, vraiment. J'en avais envie un peu tout le temps. Mais très vite, j'ai essayé de me réfréner en me disant c'est hyper dangereux, tu vas prendre du poids beaucoup. Et j'arrivais pas, quoi. C'était toujours j'arrête, je recommence pas. Et en fait, on recommence, quoi. Donc, mon corps changeait aussi parce que je grossissais quand même vite en mangeant de la pâte à tartiner. Un gros ventre, ça veut aussi dire que le bébé se manifeste de plus en plus. Un des moments le plus attendus par les parents pendant une grossesse, c'est celui où enfin on le sent bouger. Pendant son 4e mois de grossesse, Clara commence à avoir des sensations. Évidemment que j'attendais impatiemment de sentir l'être que j'avais en moi bouger. Mais en fait, j'avais un peu l'idée que genre soudainement, j'allais sentir bouger, ça allait faire boum. Et voilà. Alors que pas du tout, c'est progressif en fait. Parce qu'il grossit. Et donc vraiment, on m'a dit des petites bulles, des petits papillons. Disons que j'ai ressenti un peu comme des sortes de petites bulles. Et notamment dans le bus, quand je prenais le bus. C'était souvent dans le bus. Donc comme j'ai été angoissée, parce qu'après, une fois que je l'ai senti bouger, mon angoisse était évidemment que quand je ne le sentais pas bouger, quelque chose n'allait pas. Donc parfois, j'ai pris le bus juste pour que je sente que ça bougeait. Sauf que ça marchait parfois, mais parfois ça ne fonctionnait pas. Parce qu'en fait, c'est juste, il bougeait pas. Vers 4 mois, je sentais des bulles, mais à 5 mois, je sentais plus des bulles. Enfin, c'était vraiment pas non plus très fort, mais j'avais ces deux petits booms, d'un petit boom, comme ça de temps en temps, que je sentais de plus en plus régulièrement, mais des petits booms. Ouais, des petits booms. Puis après, c'était un peu... c'est la folie, quoi. À 4 mois, Marion a déjà eu elle aussi ses fameuses petites bulles. Petit à petit, les mouvements sont de plus en plus perceptibles. La première fois que Maxime la sent bouger, je suis à 5 mois, début du 5e mois. On est tous les deux allongés sur le lit, on regarde un film. On habite dans un appartement avec une mezzanine à Madrid. Par la fenêtre, on voit en fait tous les toits de la ville. Et on met ce film. Marion, comme
un peu tous les soirs, et à chaque fois qu'on met un film, s'endort très rapidement, parce elle est très fatiguée, elle est un peu épuisée. Et moi, je tiens devant le film. Peut-être qu'on avait fait l'amour. En tout cas, on était nus dans le lit, avec juste un drap sur nous et l'ordinateur qui était sur son petit chevet. Et donc moi, je mets la main sur son ventre parce que c'est un moyen de garder un lien avec elle, de garder un lien avec son corps, tout en regardant mon film. Et à un moment donné, j'ai ma main qui bouge. Donc du coup, je mets pause sur le film. Je me concentre sur son ventre. Marion dort. Marion bave sur son oreiller. Mais je la réveille pas puisque je suis pas sûr de moi et je crois avoir senti quelque chose. Donc je reste avec la main bien posée sur son ventre et j'attends. Et là, je sens quelque chose vraiment de très perceptible, comme une vague sous mon doigt. Et là, je suis sûr de la sentir bouger. Donc, j'ai comme des frissons, comme beaucoup d'émotions qui montent d'un coup, puisque j'ai l'impression que je me fais peut-être des films, mais qu'on rentre en communication. Et d'un coup, j'entends ça y est, je l'ai senti. Et moi-même, je dormais, donc je ne l'ai pas senti. Et j'ai ouvert les yeux, et il était tellement heureux. Et il a pas quitté mon ventre, il y a posé sa tête, il y a posé ses mains. Je suis hyper émue qu'il sente notre enfant, et je me dis aussi un peu que ça va lui permettre de plus réaliser, parce que jusqu'à présent, je garde l'impression que ça reste une idée en fait. Et je me dis que avec ce petit geste, ce petit contact physique, d'un coup, même s'il y a encore l'utérus et ma peau qui font barrière, il y a quand même une première connexion qui se fait, qui est du réel, du concret, du physique, quoi. Le deuxième trimestre se prolonge, les semaines passent, l'enfant devient de plus en plus réel dans la tête des parents. Et de plus en plus gros. Il impose même aux plus énergiques, comme Laure, de s'adapter à un nouveau rythme. En fait, le fait de me dire « Allez, je me pose un peu », c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que ça commençait à arriver. Dans le bouquin qu'Hello m'avait filé, il y avait la taille du bébé, puis il comparait ça avec des fruits. Je trouvais ça complètement stupide, mais ça parlait beaucoup aux filles, ça, pour le coup. Elle le visualisait beaucoup mieux. Et moi, en tant que prof de PS, je m'étais dit, j'aurais dû faire ça avec les balles et les ballons, quoi. Parce que à ce moment-là, je commence à faire du basket avec mes élèves. Et j'avais pris une photo où j'avais mis un ballon sur mon ventre. Et en fait, c'était la même chose, quoi. J'avais un ballon de basket à la place du ventre. Qui dit ventre rond, dit parfois sommeil modifié. À 6 mois de grossesse, Clara commence vraiment à mal dormir. J'ai toujours mes fourmillements, mais bon, je m'y suis habituée, on va dire. Je suis blasée de mes fourmillements. Blasée et fatiguée. Je dors plus très bien quand même. Je pense que j'ai fait toutes les pièces de mon appartement pour dormir. J'ai fait toutes les pièces. J'ai acheté un coussin de grossesse pour soutenir mon ventre aussi, à ce moment-là. Parce que ça commençait à être lourd et que c'était vraiment bien pour être assise, simplement assise ou même la nuit, pour reporter mon ventre. Marion, elle, réussit à trouver le sommeil, mais pendant son 6e mois de grossesse, d'autres désagréments arrivent. À ce moment-là, je dors plutôt bien. Et je suis contente de dormir un peu moins que ce que je dormais les mois précédents. Mais j'ai un sommeil vraiment reposant. Je me réveille le matin, je suis en forme. Puis je suis pas encore gênée, j'arrive encore à dormir sur le ventre. Enfin, jusqu'à présent, j'avais dormi que comme ça. Donc c'était quelque chose qui m'angoissait un peu. D'ailleurs, je lis plein de trucs à ce moment-là sur des forums pour vérifier que je fais pas de mal à mon bébé si je me mets sur le ventre. Parce que tant que j'ai pu, je l'ai fait, même en me couchant sur le côté ou sur le dos, je me retrouvais le lendemain matin à plat ventre, quoi. Donc je dis que c'est ok, que ça fait pas mal à mon bébé, et du coup je m'envoie des grosses nuits sur le ventre à être bien dans mon corps. Et juste le point gênant à ce moment-là, c'est que je commence à faire de la rétention d'eau, et j'ai les jambes qui enflent, notamment aussi dû à la chaleur et à l'été qui arrive. Un jour, on part en week-end avec Maxime à Grenade. Et là-bas, je trouve un énorme flacon d'huile d'amande douce. Je crois qu'il y a 1 litre dans le flacon. Et c'est vraiment pas cher.
Et ce flacon, ça a été vraiment mon meilleur pote pendant tout le reste de ma grossesse. J'en ai mis matin et soir. Maxime, il se moquait trop de moi quand j'arrivais dans le lit. Il disait toujours, mais tu vas pas t'allonger dans nos draps comme ça, c'est un bain d'huile que tu viens de faire. Et ça a été un bon allié contre les vergetures, je crois. Je me massais le ventre, les jambes, tout en fait, même les bras. Déjà, je trouve que ça sent super bon. Je crois que les vergetures, ça peut arriver n'importe où, donc dans le doute, je voyais bien de toute façon que mon corps avait un peu enflé de partout, pas que sur le ventre, donc j'en mettais partout. J'ai pris soin de moi parce qu'Hello me disait que ça serait bien de mettre de l'huile, de mettre de la crème sur le ventre, ce genre de choses. Après, voilà, je suis pas quelqu'un qui s'occupe beaucoup de soi. Donc là, je l'ai fait parce que je me suis dit que, voilà, si on me disait qu'il fallait le faire, je suis très scolaire, moi, comme femme, finalement. Voilà, j'ai pris soin de moi et surtout, j'ai pris soin de notre bébé en essayant de faire gaffe à ce que je mangeais. Mais après, j'étais déçue de ne pas avoir, comme dans les films, des montées d'envie de fraises ou de mangue. J'ai pas eu ça. Voilà. La grossesse est souvent le lieu d'injonctions, plus ou moins pénibles, sur la façon dont on doit prendre soin de soi, de son corps, comme si c'était un état entier, qui se mettait à nous définir entièrement et qui venait éclipser toutes les autres facettes d'une personnalité. Clara en a fait l'expérience. Quand on est enceinte, beaucoup de gens ne parlent que du fait qu'on soit enceinte. Et c'est normal parce qu'on est enceinte et qu'en plus, c'est juste un moment assez particulier dans la vie. C'est normal d'en parler et j'aimais bien en parler. Mais il y a des moments, j'en avais marre, en fait. Je pouvais pas vraiment en parler avec du recul parce que j'étais en plein dedans. Tout ce truc de grossesse, de je vais faire du yoga, je vais faire de la gym, je vais faire pour ma grossesse, parfois, j'avais juste envie d'aller au cinéma et de regarder un film, quoi. Et pas du tout sur ma grossesse, quoi. Le corps est en proie à tant de changements qu'il est parfois difficile de trouver le confort. La question des vêtements commence à se poser pour Marion à la fin de son 2e trimestre de grossesse. Je n'ai plus beaucoup d'habits qui me vont, mais je m'entête à ne pas acheter de vêtements de grossesse en me disant que c'est trop dommage d'acheter des trucs pour seulement 4 mois et que je vais essayer de faire sans. J'achète pas mal de nouveaux habits grands dans lesquels je rentre et qui sont adaptés à mon ventre et à mon poids, quoi. Et je me dis que au moins je pourrais les remettre avec une ceinture ou je les porterai différemment après ma grossesse, mais que ce sera des choses réutilisables. Je me suis fait prêter par des amis des vêtements. J'ai acheté des choses plus larges et j'ai acheté quelques vêtements de grossesse que je ne peux plus voir en peinture. C'était quand même bien d'être un peu dans des vêtements adaptés. J'ai gardé mes jeans, j'ai juste changé de soutien-gorge en fait pendant cette grossesse, mais c'est juste ma belle-mère qui me fait une sorte de petit élastique pour pouvoir élargir la taille du jean, mais donc je ne prends que ce petit ballon de basket là, et un peu de sein, mais donc je garde l'impression de me sentir bien et à l'aise dans mon corps. Il y a l'image de la femme enceinte perçue par le monde extérieur et souvent associée à des clichés. Mais il y a aussi l'image intime que l'on peut se faire de soi-même pendant cette période si particulière. Cette image qui peut être plus ou moins positive et qui est souvent très liée à la vie de couple. Pour Marion, tout passe par le regard de Maxime. Je crois que je me sens belle parce que Maxime me trouve belle. Le fait qu'on fasse souvent l'amour, ça m'aide à me sentir belle parce qu'après, de moi-même, je me sens à la fois puissante et fragile et à la fois belle et passe mon meilleur jour. Elle a pris du poids, elle a des rondeurs, mais par contre, on avait toujours autant de relations sexuelles, même plus, à un certain moment. Et je pense que moi, je prenais du plaisir à sentir son corps changer. C'était pas quelque chose qui me faisait peur, c'était pas quelque chose qui me questionnait. Au contraire, je trouvais ça normal et je l'accueillais avec simplicité, quoi. Donc, je trouve qu'au vu du contexte, je suis belle. Mais en même temps, j'ai quand même un peu cette envie de retrouver mon corps d'avant, notamment pour mon couple. Parce que je me sens pas séduisante, par contre. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'être séduisante. J'ai besoin d'être séduisante parce qu'on vient de se mettre en couple.
Et comme à chaque fois qu'on commence une histoire d'amour, enfin même si nous on la recommence, mais ça reste un commencement, et toute cette période de séduction, vraiment où j'avais trop envie de lui plaire en fait. Laure maintient avec Élodie une relation douce et charnelle qui contribue à faire de la fin de son 2e trimestre de grossesse un moment épanouissant. Nos élans amoureux, nos élans d'amour et de sexe aussi, ont été super. En tout cas, jusque-là, où je n'étais pas gênée par quoi que ce soit, par un ventre, par des mauvaises sensations. Donc ça a été super aussi. Je la trouve magnifique. Je la trouve déjà magnifique sans être enceinte, mais là, on est sur un rapport au corps que je craignais difficile pour elle, qui est très sportive, et finalement elle accepte ses formes, elle accepte tout en étant hyper active encore et en bougeant énormément, en étant à vélo jusqu'au bout de la grossesse, avec toutes les inquiétudes que ça a pu me provoquer. Mais là, on est sur un corps superbe. Jusqu'au bout, elle est magnifique. De dos, ça se voit même pas qu'elle est enceinte. Le truc hyper énervant. Elle a juste un ventre, des seins de ouf. Cette grossesse lui permet vraiment de se réapproprier, même si elle a son corps, mais d'accepter qu'il change. Et après, elle reste un peu chiante, mais elle est magnifique. Le congé maternité, selon les femmes, arrive entre le 6e et le 8e mois de grossesse. Pour Laure, c'est un signe supplémentaire qu'il faut ralentir le rythme. Le congé mat arrive, donc je suis complètement obligée de me calmer littéralement. Et le fait est que là, mon ventre commence à prendre de plus en plus de place, et que je passe de plus en plus de temps sur mon canapé à regarder un petit peu les évolutions, avec mon chat qui se pose dessus, et cette petite fille qui n'arrêtait pas de bouger. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, je voyais son petit coude, enfin, je sais pas si c'était son coude ou son genou ou quoi que ce soit, mais qui me striait le ventre, mais de façon passagère, c'est-à-dire que vraiment, elle était en mouvement en permanence. Et alors là, ça me faisait délirer, parce que j'avais l'impression qu'on partageait un truc, elle faisait du trampoline dans mon ventre, et moi, je regardais ça en me disant, voilà, c'est une petite fille qui va avoir la pêche, et peut-être commencer à faire des petits pronostics sur ce qu'elle pourrait être. Voilà. Mais le fait est que je me disais qu'elle était peut-être très active dès maintenant et que ça me plaisait bien. Je me suis surprise à kiffer ce gros bidon là. Voilà, je trouvais ça chouette, et puis surtout qu'il bougeait dans tous les sens, je trouvais ça drôle. Je me suis souvent dit que ça aurait pu être problématique, et en fait pas du tout. Voilà, j'ai accepté ce corps changeant, grandissant, mouvant, avec beaucoup de plaisir. Pour Clara, c'est un grand soulagement. Vers 6 mois, je commençais à avoir un bon ventre. Je commençais à fatiguer, j'ai arrêté de travailler, on m'a arrêté parce que je fais un métier où il faut porter des choses, où on marche beaucoup, je suis beaucoup debout, et j'étais vraiment fatiguée. Et donc, dès mon 6e mois, moi, je me suis fait arrêter. Et c'était très bien, parce que franchement, j'en pouvais plus. Mais les angoisses, de toutes sortes, perdurent. J'avais un peu mal au ventre, comme si j'avais une sensation de bleu. Et j'ai tapé un truc sur Google, bleu, femme enceinte, sensation de bleu, enfin un truc à surtout pas faire. Et je suis tombée sur des témoignages affreux. Vraiment horrible, du coup, des pertes d'enfants, enfin voilà. Pourquoi j'avais mal au ventre ? Parce que ma baleine de soutien-gorge m'avait appuyé trop toute la journée sur le ventre. Et du coup, c'était ça qui me faisait mal au ventre. Voilà. Et je me suis tapé une angoisse de malade. J'ai angoissé Simon avec. Et ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'il faut pas ne pas s'inquiéter quand on est enceinte. Pas non plus, tout n'est pas cool. Il faut s'inquiéter quand on a des douleurs. Mais c'est-à-dire que tout était prétexte quand même. C'est-à-dire que moi, vraiment, tout était prétexte de... Juste, mes seins étaient trop gros dans mon soutien-gorge, quoi. Donc bon, voilà, c'était pas grave. Vous venez d'écouter le 4e épisode de Dans la peau des parents. Marion, Laure et Clara ont achevé leur 2e trimestre de grossesse, avec tous les bouleversements physiques et psychologiques que ça suppose. Elles s'apprêtent à entrer dans le 3e trimestre, cette dernière ligne droite qui est une étape de préparation pendant laquelle la naissance se fait plus concrète et qui apporte son lot de nouvelles interrogations. Je suis Brune Bottero et Dans la peau des parents est un podcast de Mustela, produit par Louis Créative et réalisé par Anna Bui.
Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de Dans la peau des parents sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires.